Radio Okapi, le souffle du Congo. COP 27, les travaux qui ont commencé le lundi 3 octobre à Kinshasa se sont clôturés hier mercredi soir en marge de ces travaux préparatoires de la 27e conférence annuelle de l'ONU sur les climats. La ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a déclaré mardi que la RDC se retrouve actuellement au même diapason avec l'Indonésie et le Brésil dans la stratégie consistant à revendiquer les droits de ces populations, notamment pour avoir le prix de la tonne de carbone. De son côté, présent dans les discussions avec les autorités congolaises, John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, a profité de son séjour en terre congolaise pour échanger avec les autorités de la RDC sur la participation des États-Unis à la protection et à la préservation du bassin du Congo, un des poumons verts de la planète. Il a estimé qu'il faut maintenir l'équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et la création d'emplois dans le bassin du Congo. John Kerry craint que la mise en vente aux enchères de certains blocs pétroliers ne puisse briser cet équilibre. Que pensez-vous des travaux de la pré-COP 27 tenue à Kinshasa? Nous en parlons ce soir avec une invitée spéciale. Il s'agit de Mme Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement et développement durable. Madame Bazaïba, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Merci de nous suivre à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine. Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net. Créer des conditions favorables à la mobilisation pour le financement additionnel, adéquat et prévisible nécessaire pour la protection et la gestion durable des forêts du bassin du Congo, mobiliser les efforts de la communauté internationale à continuer à capitaliser les fonds de l'économie verte et du fonds bleu. Ce sont là, entre autres, les résolutions issues des ministres en charge des questions du climat des pays membres de la communauté des États de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle. Ces résolutions qualifiées des positions communes ont été rendues publiques hier mercredi 5 octobre ici à Kinshasa lors de la clôture de la pré-COP 27. Paul Matendo pour le reportage. Outre ces résolutions, les participants invitent les États membres de la CEEAC à parachever les processus d'élaboration de leurs plans nationaux d'adaptation chiffrés. Les rapporteurs Vincent Kariga, ambassadeur rwandais en RDC, a livré ces résolutions pour le compte de son ministre. Mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de contribuer à la capitalisation du fonds de l'économie verte et du fonds bleu pour le bassin du Congo. Nécessité d'organiser une réunion des ministres en charge des finances, inviter le groupe d'experts sur l'évolution du climat de l'Afrique centrale, de produire un modèle sur la conciliation et le développement économique. Parlant justement des experts, Benjamin Touarambe, secrétaire général à l'environnement, annonce que la RDC programme d'abriter la rencontre des deux groupes de la société civile. La République démocratique du Congo est disposée d'abriter les organes exécutifs de ces deux organisations de la société civile à Yangambi pour le groupe de recherche sur l'évolution du climat en Afrique centrale. Après cette réunion, scientifiques et politiques se donnent rendez-vous en novembre prochain en Égypte pour la COP 27. Merci Paul Matendo pour ce reportage. Il faut maintenir l'équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et la création d'emplois dans les bassins du Congo. Propos de l'envoyé spécial du président américain pour le climat. John Kerry craint que la mise en vente aux enchères de certains blocs pétroliers ne puisse briser cet équilibre. Il s'exprimait ainsi lors de d'une conférence de presse tenue hier mardi 4 octobre ici à Kinshasa, en marge des travaux de la pré-COP 27. John Kerry et au micro de Paul Matendo. Two questions there, really. Employment and what do we think about that? Oui, nous ne suggérons pas que l'exploitation des ressources naturelles ne peut pas se faire concurremment à la création d'emplois, à de bonnes politiques économiques, au renforcement
de l'économie. Ce n'est pas ce que nous suggérons. Oui, il faut que cet équilibre soit maintenu, mais certaines régions où ces ressources ont été mises, ces blocs ont été mis en vente aux enchères risquent de briser cet équilibre. Et nous travaillons. Il y a un groupe de travail qui a été mis, le secrétaire d'État Blinken en a parlé quand il était là, nous travaillons aussi avec les autorités congolaises, la RDC, j'ai parlé avec le Premier ministre et c'est ce aussi que nous comptons intimer au président Tshisekedi, c'est que ces lieux sensibles, ces régions sensibles, bien sûr, c'est important de créer des emplois, mais il faut que cet équilibre soit maintenu autant que possible. When he was here with the president, and which is now ready to engage. F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement et développement durable. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'organisation des travaux de la pré-COP 27 en RDC? Merci beaucoup, Madame la journaliste, et j'en profite pour saluer à nouveau tous les auditeurs et téléspectateurs actuellement de la radio Okapi. Qu'est-ce qui a motivé la République démocratique du Congo au sein du bassin du Congo à devoir organiser les travaux de la pré-COP? C'est d'abord l'opportunité que nous puissions avoir une fois de plus, une troisième fois, la COP à être organisée en Afrique, parce que 2 fois c'était déjà au Maroc. Deuxièmement, le fait de savoir que la prochaine opportunité sera dans 10 ans, donc en 2032. Et troisièmement, c'est pour donner de l'emphase, valoriser le bassin du Congo, qui aujourd'hui se présente comme solution face aux enjeux du climat, mais le bassin du Congo reçoit très très peu d'attention du monde par rapport aux services rendus. Et enfin, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, au sein du bassin du Congo, nous avons donc cette grande responsabilité partant du potentiel environnemental qui est le nôtre, qui fait en sorte que nous soyons pays solution. Nous devions absolument abriter ces travaux pour montrer non seulement que nous sommes victimes des enjeux du climat, mais nous sommes aussi un pays contributeur. Nous avons la réponse basée sur la nature pour faire face à la crise climatique. Alors, voilà. Pensez-vous qu'en organisant ces travaux en RDC, la voix du Congo sera entendue par les pays qu'on qualifie de pollueurs? En tout cas, en termes d'audimat, la voix du Congo est entendue, non seulement la voix du Congo, mais la voix aussi du bassin du Congo et la voix des pays les moins avancés. Parce qu'en termes de participation, c'était tout azimut, 5 continents du monde, nous avons participé. Donc il y avait les cinquantaine de ministres qui avaient confirmé, mais nous avions reçu 61 ministres et 20 délégations des institutions internationales et régionales. Donc ça nous faisait au total 81 délégations. Donc des chefs de délégation étaient là qui engagent, qui sont plénipotentiels, soit de leurs États, soit de leurs institutions. En tout cas, c'est une première en matière de Nations Unies dans l'organisation des travaux préparatoires, donc des conventions cadre des Nations Unies pour le climat. Alors, vous parlez du bassin du Congo comme solution face aux enjeux du climat, la RDC, pays solution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ceci. Les scientifiques nous ont prévenu que si le monde n'y prend garde, maintenant là, la température planétaire est en train de monter au-delà de 1,5 degrés Celsius. Nous devons absolument la maintenir parce que avec ces réchauffements climatiques, il y a l'Arctique et l'Antarctique qui se dégèlent, n'est-ce pas? Il y a le ruissellement, les gouttes d'eau qui se déversent sur les océans, la montée de la mer. Il y a des pays entiers de cette planète qui peuvent disparaître si l'on n'y prend garde. Il y a l'élargissement aussi des panneaux dans la terre ferme, les déserts de Kalahari, désert de Sahara et partout ailleurs. Il y a le feu, l'embrasement. Dans certains coins du monde, vous avez vu aux États-Unis, en Europe, en Australie, etc. Et tout ce qu'il y a comme inondation et la sécheresse. Donc, il y a une situation grave et avec des conséquences très graves du point de vue économique et social. Les pluies ne viennent plus au moment où on les attend. Eh bien, c'est la famine qui s'ensuit. Toutes ces difficultés, pour faire face à cela, il s'agit de la pollution. La pollution qui est la conséquence soit de phénomènes naturels comme
l'éruption volcanique qui dégage les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et perfore la couche d'ozone, ou alors c'est l'industrialisation du monde est responsable, le revers de la main donc de l'industrie, c'est la pollution. Comme je vous dis, 80% des pollutions dans le monde, c'est la responsabilité des pays de G20. Et l'Afrique dans son ensemble n'est responsable que de 4% des pollutions. Les 16 autres pourcents, c'est partage entre les pays à économie intermédiaire. Alors comment faire face à cela si la réponse, les scientifiques nous ont dit la solution pour faire face à la crise climatique, elle est basée sur la nature. La première des solutions, c'est les forêts. Les forêts ont la capacité d'absorber, donc de séquestrer tous les CO2, tout ce qu'il y a comme gaz à effet de serre qui est éparpillé dans la nature, parce que les forêts dégagent l'oxygène et qui nettoient l'atmosphère. Deuxième solution, c'est le comportement du monde qui doit changer à utiliser désormais les procédés non polluants. Par exemple, dans l'industrie, diminuer de plus en plus la pollution. Et actuellement, si je vous donne l'exemple de l'industrie automobile, tous les pays du monde fabricants des automobiles se sont lancés dans la transition énergétique à ne fabriquer que les véhicules non polluants, c'est-à-dire les véhicules électriques. Et la ressource, les minéraux ou les matières premières pour fabriquer ces véhicules, avoir les batteries des véhicules électriques, on les trouve au Congo, les cobalt, les lithium, les coltans, etc. Et en termes de forêts, je vous ai dit, nous sommes au sein du bassin du Congo avec 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides et la RDC à elle seule a plus de 60% de ces forêts, donc environ 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. Donc nous constituons la réponse. Nous sommes capables, en République démocratique du Congo, nos forêts absorbent environ 24,5 millions de gigatonnes donc de gaz à effet de serre. Et à côté de ça, nous avons les tourbières, plus de 100 millions d'hectares de tourbières que nous partageons avec la République sœur du Congo et que la RDC en dispose de 70%. Et ces 70% absorbent plus de 31 millions de gigatonnes de carbone, donc un stock de carbone important qui est l'équivalent des pollutions mondiales de 3 à 5 ans de pollution mondiale et de 15 à 20 ans de pollution de l'industrie des États-Unis. Donc nous sommes la solution. Le bassin du Congo est la solution. Justement, ce bassin dispose d'un fonds climat, mais en réalité, les pays du bassin du Congo n'en bénéficient presque pas. Comment vous expliquez cela? C'est ça la problématique, c'est ce que nous avons dénoncé. Voilà pourquoi nous avons voulu attirer tous les projecteurs du monde ici à travers l'organisation de la Pré-COP 27. De 1972 ou 1972 à ce jour, ça fait 50 ans que le monde est orienté dans la lutte contre le changement climatique, donc contre le réchauffement de la planète. Mais l'Afrique, dans son ensemble, n'a reçu que 2% des fonds alloués au fonds climat. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de récuser parce que notre couvert forestier ne rend pas que le service de séquestration des pollutions, mais c'est aussi la maison de la biodiversité, donc l'équilibre mondial en matière de la biodiversité. D'ailleurs, la RDC est classée 5e mondial de la biodiversité. Et à côté, nous avons les ressources en eau. Le Congo regorge donc 10% des réserves mondiales des eaux douces et 52% des réserves des eaux douces d'Afrique. C'est un grand service que nous rendons à l'humanité et nos forêts de la République démocratique du Congo rendent aussi les services des écosystèmes écosystémiques hydriques qui donnent les pluies dans toute la partie est de l'Afrique. Donc sans les forêts de la République démocratique du Congo, il n'y aura aucune goutte d'eau au Kenya, dans une grande partie de l'Ouganda, l'Érythrée, l'Éthiopie, une partie du Soudan et du Sud-Soudan, ainsi que l'Égypte dans son ensemble. D'ailleurs, nous sommes l'une des sources du Nil. Donc, tous ces services-là nécessitent une attention particulière à travers l'humanité. Nous sommes devenus, le bassin du Congo, le premier poumon du monde au regard
de la dégradation que nous n'acceptons pas du bassin de l'Amazonie. Si on a son poumon, donc on a intérêt à protéger son poumon. Alors si on demande à la population congolaise, à la population du bassin du Congo de protéger les forêts, parce que ça constitue la solution basée sur la nature pour faire face à la crise climatique, il faut une alternative parce qu'un protecteur a droit aussi à une rémunération, un protecteur a droit à l'accès aux soins de santé, a droit à une vie normale. Et ça serait quoi cette alternative? L'alternative se caractérise en deux choses. Je commence d'abord par les pertes et dommages. C'est-à-dire, nous sommes victimes de tout ce qu'il y a comme pollution. On n'est pas responsable de la pollution mondiale. Je vous ai parlé des chiffres de pollution en Afrique. Alors, les pertes et dommages subis, il faut qu'il y ait des fonds. Par principe des pollueurs-payeurs, des fonds alloués pour faire face à cela. Pour que les gens puissent comprendre tout ce qu'il y a comme inondation due aux conséquences du réchauffement climatique. Il y a des dégâts collatéraux qui s'en suivent. Les cas de migration, par exemple, des réfugiés migratiques. Je prends l'exemple de Mbororo. La RDC est en train de subir les méfaits des mouvements de migration et de ceux qui quittent la partie du Sahel à la recherche de pâturage. Quand ils viennent, hommes, femmes, armés d'ailleurs avec leur bétail, tout ce qu'il y a comme conséquence de destruction de l'environnement, des zoonoses, des maladies qu'ils amènent sans papier, sans documents, sans autorisation. En plus, ils sont armés, je l'ai dit, et des désordres qui créent au nord-est de la République démocratique du Congo. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à la partie ouest. Ça nécessite une attention du monde pour avoir un fonds pour que les populations qui subissent ces pertes et dommages puissent recouvrer leurs droits. Deuxièmement, nous avons connu dans ces pays en 1994, lorsqu'il y a eu les génocides au Rwanda, la communauté internationale nous a imposé un couloir humanitaire pour que nous puissions donner l'accalmie au Rwanda. Il y a eu des frères et sœurs rwandais, hommes, femmes, enfants, qui sont venus en République démocratique du Congo avec des armes et munitions. Ils ont détruit tout l'environnement. Tout le parc de Virunga aujourd'hui est devenu le sanctuaire des groupes armés incontrôlés, entre autres la source, c'est ça. Ça fait partie des pertes et des dommages de tous les problèmes que nous connaissons, que la communauté internationale devait faire attention. Alors, deuxièmement, il s'agit de l'adaptation. Parce que le moteur de déforestation, c'est aussi l'agriculture itinérante sur brûlis. Comme nous devons protéger les forêts, nous devons changer nos habitudes. Le changement des habitudes de l'agriculture, par exemple, ça nécessite des fonds. C'est ça là que nous appelons les fonds d'adaptation. Avoir des forêts communautaires pour que la population ne mette plus pression sur la forêt primaire. Il faut que nous puissions avoir aussi à élargir la desserte en électricité pour que nous ne continuions pas à faire pression aux forêts en utilisant les bois comme énergie de chauffe et appuyer aussi les plans d'aménagement en ce qui concerne l'exploitation forestière. Toutes ces choses avec les moyens que nous devons avoir pour changer nos comportements. J'ai mis l'accent plus sur l'agriculture. Il faut une agriculture mécanisée avec des semences améliorées, avec une bonne préparation du sol, de sorte que avec une petite portion de terre, nous puissions avoir les rendements qu'il faut et laisser à faire la pression sur la forêt. Ça nécessite des fonds. Voilà ce que nous disons, la compensation de ce qui protège la forêt pour que nous puissions être au service de l'humanité, que nos forêts rendent service existentiel à l'humanité. En parlant des fonds, Madame Bazaïba, les États-Unis ont décidé de disponibiliser 12 milliards de dollars pour la lutte contre le changement climatique, dont 3 milliards seront déjà disponibles cette année. Comment la RDC peut-elle bénéficier de ce fonds? Je voudrais d'abord rappeler que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que les pays industrialisés ou les pays pollueurs ont pris l'engagement de décaisser 100 millions de dollars américains par an
pour justement les cas que je venais de vous dire. Et jusqu'à présent, cette promesse n'a pas été réalisée. Donc, lorsque vous parlez de ces fonds-là, nous voulons qu'on puisse les mettre dans le cadre de ces engagements-là. Nous disons que le fonds que nous réclamons, ce ne signifie pas des fonds de l'aide au développement. Il ne s'agit pas de l'aide au développement, il s'agit d'un droit par rapport aux services rendus et par rapport à la demande qui nous est faite à l'humanité de protéger nos forêts, justement, de protéger la solution basée sur la nature pour que nous puissions servir à l'humanité. Nous encourageons les États-Unis en tant que l'un des pays pollueurs, justement, de mettre à disposition des pays comme le nôtre pour que nous puissions renforcer les fonds d'adaptation. Et il faut aller aussi au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est-à-dire ces forêts-là, pour que nous puissions accéder au marché de crédit carbone. Parce qu'à présent, le marché de crédit carbone est pratiquement fermé. Et le marché est discriminatoire, selon que l'on est au sud ou on est au nord. Au sud, la tonne de carbone est vendue à $5, parfois même $2,50 jusqu'à $5 américains. Alors qu'au nord, la tonne de carbone se vend actuellement de 60 à $100 et même plus. Dernièrement, il y a eu des ventes au nord en Europe à $120 américains et en Grande-Bretagne dans 60 livres qui fait environ $100. Nous voulons qu'il y ait l'unicité. Pourquoi cette différence? Justement, pourquoi cette différence? Nous voulons savoir, alors que nos forêts à nous, que ce soit les forêts du bassin de l'Amazonie, les bassins du Congo ou les bassins de l'Indonésie, rendent un service incommensurable à l'humanité avec sa teneur même des capacités de séquestration. C'est ça d'ailleurs qui fait partie des points inscrits à l'ordre du jour dans des travaux. Nous commençons par les pertes et dommages, l'adaptation, l'atténuation, ainsi que le fonds, l'accès au fonds climat. Si vous permettez que je parle de l'atténuation, c'est très important d'atteindre cet objectif. L'atténuation, pour atténuer la température planétaire à 1,5 degrés Celsius, ça nécessite donc de changer de comportement, à utiliser des procédés non polluants. Je vous ai parlé de nos minéraux qui soutiennent la transition énergétique. Désormais, en République démocratique du Congo, tout ce qu'il y a comme ressources naturelles de la RDC ne sera plus exploité, exporté en brut. Exploité, oui, transformé localement en vue de leur donner une plus-value pour que la RDC aussi, les populations congolaises, participent, bénéficient, accèdent aussi à la transition énergétique. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a levé l'option désormais de lier d'abord la protection de l'environnement au développement dans le cadre de la diversification de l'économie, parce que nous avons, c'est vrai, besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Et le protecteur de ces couverts forestiers a droit aussi à une vie décente. Madame Bazaïba, vous avez annoncé lors des travaux de la pré-COP 27 que la RDC est désormais au même diapason avec le Brésil et l'Indonésie dans la prise en charge des revendications liées au climat. Qu'est-ce qui a été fait concrètement avec l'Indonésie et le Brésil? Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Je crois que ça fait bientôt une année que nous sommes en train de travailler ensemble parce que de manière tout à fait naturelle, par rapport à nos ressources, par rapport aux défis, par rapport aux préoccupations, nous partageons ces mêmes points de vue. Le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin de l'Indonésie. Alors les trois pays ont donc cette leadership. C'est que nous avons fait des concrets. D'abord, nous avons uni notre cahier de charges. Ça, c'est important en termes d'accès au marché de crédit carbone, en termes de revendications et aussi en termes de faire la différence entre les pertes et dommages. Donc, les fonds liés aux pertes et dommages et les fonds liés à l'adaptation. Parce que les pertes et dommages constituent des urgences. C'est d'ailleurs le point de vue aussi de tous les pays les moins avancés. Constituent des urgences auxquelles nous devons faire face actuellement et il faut des fonds d'urgence. Et l'adaptation constitue des fonds de programmes de moyen et long terme. Ça, ce sont des notions très importantes. Et aussi l'approche de notre implication, notre participation à la transition énergétique, c'est de la transformation locale désormais de nos ressources. Que ce soit des ressources, des minéraux stratégiques ou alors des ressources forestières lignées et non lignées. Prenons le cas des bois.
la RDC a suspendu l'exportation brute des grumes et que désormais nous devons les transformer localement pour mettre en œuvre justement les codes forestiers qui d'ailleurs avaient prévu depuis longtemps seuls 30% des produits devaient être exportés et 70% transformés localement. Mais maintenant, là, nous avons tous suspendu pour mettre un peu de l'ordre dans ces secteurs-là parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de l'illégalité et il y avait soit dans ces secteurs-là, soit ils travaillent dans l'informel, soit ils travaillent dans l'illégalité et la République démocratique du Congo, les trésors publics ne bénéficient de rien. Comme exemple, une grume exportée, n'est-ce pas, la RDC ne gagne que 2%. De juin 2017 à ce jour, de toute l'exportation des grumes brutes, la RDC n'a gagné que 17%, 83% volatilisé. Donc il faut absolument que nous puissions changer cet état des choses. Madame Bazaïba, la réalisation me signale que le standard n'arrête pas de sonner. Les auditeurs, ils sont très nombreux à appeler, à vouloir commenter aussi, à vous poser des questions par rapport aux travaux de la pré-COP 27. On va se rendre à Mbujimayi pour prendre cet auditeur qui appelle. Nous, c'est Kassongo Nyombe Patrick de la ville de Mbujimayi au Kasai oriental. À mon avis, je crois qu'on ne peut pas prétendre réclamer les droits de la population congolaise aussi longtemps que le social de ce peuple est encore oublié ou négligé. Alors, comme c'est beau de parler de pré-COP 27, j'aimerais en profiter pour poser à l'invité du jour mes 3 petites questions de curiosité. Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, quelle est la politique de garantie adoptée par la RDC à travers son ministère que vous chapeautez pour rendre effectif et applicable le slogan fétiche « Le peuple d'abord » afin que la population congolaise puisse jouir de toutes nos richesses et potentialités qui regorgent le pays en termes de ressources naturelles. 2. Est-ce que Madame la ministre peut nous rassurer de la responsabilité, mieux l'influence climatique et de la prépondérance de la RDC sur le plan international en rapport avec les rôles qu'elle a à jouer pour la régulation d'oxygène comme le ferait le poumon d'un être humain. 3. Enfin, quelles sont les précautions qui ont été prises pour éviter les effets néfastes que produiraient au moment de leur exploitation des blocs pétroliers visés par la vente aux enchères? Alors, ça fait 3 questions pour Madame la ministre. Vous commencez par la première, la deuxième ou la dernière? Partout. Allez-y, on vous écoute. Voilà. La politique du gouvernement, le peuple d'abord, je crois que la politique, elle est celle-là pour que désormais les ressources naturelles bénéficient à la République démocratique du Congo. Je vous ai donné un exemple. Plus question de procéder à l'exportation brute, mais la transformation locale en vue de leur donner une plus-value pour faire bénéficier de toute la chaîne de valeur dans cela. Et c'est pourquoi nous sommes en train de créer maintenant des zones économiques spéciales où lorsque nous transformons localement nos ressources naturelles, les déchets d'une entreprise sera la matière première de l'autre. Parce qu'il est inconcevable d'exporter une grume brute, par exemple, de bois, et qu'à la fin des comptes, nous puissions importer les cure-dents ou les sticks. Deuxième question, rassurer de la régulation, de notre responsabilité par rapport à la régulation des questions de crédit carbone, RDC, pays, solutions, etc. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. La visibilité au niveau international, vous avez vu que si c'est une première, tous les décideurs du monde en matière du climat étaient ici, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, les 5 continents ici, on a pris des décisions ici en prévision de ce qui va être dit à Sharm el-Sheikh lors de la COP. De la COP 27. On prend toujours des résolutions, on prend des décisions, mais qui ne se suivent pas dans les actes, Madame Bazaïba. Je pense qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a des avancées. Ça fait des lurettes, des années et des années. La RDC a été du reste en matière de climat. Je vous donne un exemple. Nous sommes allés à Glasgow, n'est-ce pas, à la 26e conférence des Nations Unies sur la Convention cadre du climat, la COP 26. Lorsqu'on a fait les statistiques de visibilité des pays qui ont fait parler de leur situation, les États-Unis étaient en premier, en deuxième la Grande-Bretagne, la RDC troisième. Je crois que je ne vais pas aller dans d'autres détails. Du point de vue diplomatie environnementale,
nous sommes en train de récupérer les leaderships naturels qui étaient le nôtre. Nous avons présenté la RDC comme pays solution par la voix la plus élevée du chef de l'État, le numéro 1. Aucun pays du monde ne l'a récusé parce que ce sont des données scientifiques qu'on ne peut pas récuser. C'est tout à fait clair. Je vous ai donné des chiffres, des pourcentages. Quand on dit que nous sommes devenus les premiers poumons du monde, nous avons la tour à flux de Yangambi qui nous donne la teneur des capacités de séquestration mondiale à 1,7%, alors que le bassin de l'Amazonie sur qui nous comptions est redescendu à 1,4%. Maintenant, nous sommes dans l'étape de l'implémentation. Voilà pourquoi nous disons le vrai débat avec les partenaires internationaux, ce n'est pas de dire la RDC n'exploitez pas vos ressources naturelles, mais c'est plutôt pour eux, par principe pollueur-payeur, de devoir appliquer leur engagement. Je répète, le G20 à eux seuls, tout le monde connaît les pays des G20, ils sont responsables de 80% des pollutions dans le monde. L'Afrique n'est responsable que de 4%. Même si on ne faisait rien, on n'exploitait rien, nous émettons rien comme CO2, 4%, donc émission zéro en Afrique, la situation mondiale ne va pas changer. On sera toujours en danger de 96%. Et aucune convention du monde, même pas l'accord cadre de Paris, n'interdit à un pays d'émettre les CO2, n'est-ce pas, pour son développement. Alors, troisième question, les effets néfastes. C'est ce que j'en arrive, les effets néfastes. Je voudrais d'abord dire que la RDC n'a pas vendu aux enchères ces blocs pétroliers. Ça sera un contrat d'amphithéose comme tout le monde, si c'est 10 ans, 20 ans, ça dépend de l'entreprise qui va venir exploiter. Nous avons lancé 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Nous demandons à tous les partenaires internationaux et même les Congolais de ne pas suivre ceux qui veulent tout mélanger. Si, entre guillemets, 6 blocs pétroliers poserait problème, eh bien, que ceux-là viennent pour la contre-expertise. Parce que la RDC a procédé à des études stratégiques pour devoir placer où est-ce que nous pouvons exploiter. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que 27 blocs pétroliers, mais nous avons dit stratégiquement, voici les 27 blocs qui ne veulent pas causer des problèmes au niveau de l'environnement. Alors, lorsqu'il y aura des entreprises qui vont venir souscrire, ils vont aussi se lancer dans des études d'impact social, environnemental, des études environnementales et sociales. Alors, ces études-là, quand ça sera fait, si nous pensons que vraiment il y aura des problèmes au niveau de l'environnement, nous n'allons pas nous engager. Nous sommes le pays solution. Mais je veux insister pour dire, lorsqu'on parle des blocs d'exploitation, en Ouganda, les blocs albertains, c'est là où l'Ouganda exploite. Nous, de notre côté aussi, nous allons exploiter. Pourquoi ça ne pose pas de problèmes en Ouganda? Ça poserait des problèmes au Congo. Si nous allons à l'ouest, laissez-moi, c'est très important. Je veux vous donner la parole. Les États-Unis estiment que... je veux vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, Madame Bazaïba. Les États-Unis estiment que l'exploitation des blocs pétroliers et gaz pétroliers mettrait en mal l'équilibre entre la gestion ou la protection des forêts et la création d'emplois pour les jeunes. Parlons peu, parlons bien. Les États-Unis, c'est un grand pays producteur de pétrole. Ça pose problème, oui ou non? N'est-ce pas? Est-ce que ça pollue l'environnement ou pas? Deuxièmement, les États-Unis font partie des G20 qui sont responsables de 80% des pollutions. L'Afrique, si l'Afrique a 4% de pollution et le Congo, c'est 0,0. 2 ou 1%, je peux me permettre de le dire. Et je vous ai dit, aucune convention du monde n'interdit à un pays d'émettre les CO2 pour son développement. Je l'ai dit aussi, nous avons besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Regardez la situation actuelle du monde. L'Allemagne s'est mis à poser son problème officiellement lors des dialogues de Pétersbourg. L'Allemagne dit, compte tenu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne ne peut plus importer du gaz de la Russie. Nous sommes obligés provisoirement, temporairement, de recourir une fois de plus à l'énergie fossile. Pour notre population, on a besoin de gaz. C'est un défi. La même chose, la République démocratique du Congo se trouve face à un défi social de sa population. D'ici 2030, nous devons donner les rapports des objectifs de développement durable, en commençant par la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim. Nous allons le faire comment? C'est avec nos propres ressources. Nous devons les exploiter. Le Gabon,
ça fait 50 ans que les Gabon exploitent le pétrole dans la forêt, donc en onshore. Et ça ne pose aucun problème. Le Gabon a un couvert forestier de 10% du bassin du Congo. Et ces forêts-là continuent à rendre service à l'humanité. Donc, il n'y a aucun problème. Et la technologie a évolué, madame. Pour exploiter, que ça soit dans les tourbières, pour exploiter, on procède à des sondages, on procède à des ponctionnements. On ne peut pas décaper la terre pour la détruire, n'est-ce pas? En Norvège, on exploite le pétrole. Et dans d'autres pays, ça n'empêche pas la Norvège et la Suède, ces pays-là, d'être des grands bailleurs de fonds sur pour la matière du climat, n'est-ce pas? Donc, la République démocratique du Congo, non seulement nous avons déjà procédé à des études stratégiques, non seulement nous allons continuer avec d'autres études s'il y a des entreprises qui viennent postuler, mais aussi et surtout nous allons utiliser les techniques, les standards internationaux. Vous aviez parlé des États-Unis. Nous sommes en train de mettre en place un groupe de travail avec les États-Unis qui, comme nous, ont fait un comeback dans les matières de climat, n'est-ce pas? Parce que depuis Kyoto, les États-Unis s'étaient retirés. Maintenant, tous ensemble, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de mettre en place un groupe de travail qui va parler des questions d'environnement, des ressources naturelles et du climat. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un, un colon qui vient contrôler, un colonisé. Non, les États-Unis considèrent que la RDC, c'est un milieu propice, potentiel d'investissement. Ils vont venir investir dans notre pays. Nous avons le potentiel. Les Américains ont le fonds, ont la technologie, ont l'expertise. Nous allons travailler ensemble. Et puis, nous allons tenir compte des standards internationaux. Tout ce que nous ferons à la lumière de la protection de l'environnement. Mais il faut lier les tout. Ce n'est pas incompatible entre la protection de l'environnement et le développement, ça se lie. Parce que nous protégeons l'environnement pour qui? C'est pour l'être humain. C'est l'être humain qui est au centre de la préoccupation. On ne peut pas protéger seulement l'arbre sans savoir que les bénéficiaires de cet arbre-là, on doit aussi tenir compte de lui. Besoin de l'oxygène est lié au besoin du pain aussi. On va se rendre dans le Lualaba, Madame Bazaïba, pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle. C'est Patrick Mbouli, depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. La pré-COP 27 tenue à Kinshasa est une chose, mais le respect des engagements par la communauté internationale en est une autre. Ce qui est vrai que ces travaux vont accoucher d'un certain nombre de recommandations. Mais ces recommandations resteront de simples recommandations, d'autant plus que ceux qui sont à la base de la pollution de l'environnement ne respectent pas leurs engagements. Et les recommandations de l'envoyé spécial du président américain pour le climat doivent consister à mettre la pression aux pollueurs, pas la RDC, dont l'industrie n'est pas semblable à celle de la Chine et des États-Unis, son propre pays. Et ma question est celle de savoir quelle est la position du gouvernement congolais face aux recommandations des États-Unis d'Amérique. Je pense que la problématique de la pollution environnementale nécessite l'honnêteté de la communauté internationale qui demeure hypocrite jusqu'à ce jour. Brève réponse, Madame Bazaïba, la position du gouvernement congolais aux recommandations des États-Unis. Je félicite d'abord notre compatriote. Tout ce qu'il a dit est vrai. Le vrai problème, c'est l'engagement justement de la communauté internationale, des pays pollueurs, ceux qui sont responsables des enjeux du climat. Nous disons que nous tous, nous devons nous battre pour faire face à la crise climatique. La responsabilité est collective, mais elle est différenciée par principe des pollueurs-payeurs. C'est une question, au-delà même de l'honnêteté, c'est une question d'éthique et de la morale. Voilà pourquoi je félicite. Alors la position du gouvernement, c'est de dire le 27 bloc pétrolier ne pose aucun problème. Le pays qui pense qu'il y a un problème n'a qu'à mener sa contre-expertise, évidemment avec un intérêt de venir dire je vais investir, mais je vais me rassurer que ça ne va pas détruire l'environnement. Mais ne pas venir comme il y a un chef qui veut contrôler son subalterne, qu'est-ce que vous voulez faire? Les États, nous avons toute la responsabilité de protéger l'environnement, mais à ce jour, pendant que nous sommes en train de discuter, nos forêts sont en train de rendre un service 24 sur 24 sans conditions. Nous ne souhaiterons pas qu'on mette des conditions drastiques pour que nous puissions accéder aux fonds. Et nous insistons que ces fonds-là ne sont pas des fonds qu'on peut considérer comme l'aide au développement, mais c'est un droit.
c'est une compensation. C'est l'alternative que nous demandons qui puisse nous permettre à changer notre comportement de vie quotidienne parce que nous vivons dans la forêt, nous vivons aussi de la forêt. Si vous ne me donnez pas la possibilité d'accéder aux soins de santé, je vais recourir à mes racines, à mes écorces, à mes feuilles dans la forêt pour me soigner. Nous sommes à 120 millions d'habitants dans notre pays. Imaginez-vous que nous tous, nous recourons à la forêt. Après, vous allez nous dire, non, vous êtes en train de déforester. Eh bien, donnez-nous l'alternative. Nous allons construire des centres de santé, les hôpitaux, les routes des dessertes agricoles, des infrastructures, des ponts, etc. Le pont aérien, nous devons avoir la flotte navale, nous devons avoir la flotte aérienne. Nous devons vivre dans de bonnes conditions pour bénéficier de nos richesses. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ces dons. À chacun, Dieu leur a donné les dons. Au niveau national, qu'est-ce que vous faites, Madame Bazaïba, pour pousser ces populations-là à protéger la forêt, avant de parler de tous ces pays pollueurs qui doivent donner de l'argent pour protéger les forêts? D'abord, je vais vous dire que si aujourd'hui on trouve les forêts, les couverts forestiers dont j'ai vanté ici, les chiffres, c'est parce que nos parents, nos aïeux, nous-mêmes, nous les avons protégés. C'est alors que ça fait bénéficier à l'humanité. Parce que si on les avait détruits, l'humanité n'allait pas avoir. Au niveau national, nous avons des programmes de reboisement, des programmes de forêts communautaires qui permettent à la population de ne pas mettre la pression sur la forêt primaire. On utilisera toujours les macala, mais c'est vrai, mais il faut qu'il y ait des forêts de reboisement pour permettre, avec des plantes qui croissent rapidement, pour permettre à la population de l'utiliser. En ce qui concerne les exploitants forestiers, je suis très regardant au nom du gouvernement concernant le plan d'aménagement. Vous avez appris la suspension de tout ce qu'il y a comme contrat de concession et d'exploitation, d'autres même de conservation qui ont été acquis illégalement. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 33 millions d'hectares qui constituent à peu près, sans aller dans des incidents diplomatiques, pour donner seulement un exemple, la superficie de la Belgique plus 3 millions de plus. Donc nous les avons récupérés. Il y a une commission qui est mise en place où nous sommes en train de contrôler tous les contrats sans exception. Et s'il y a lieu de retirer certaines, si nous trouvons des failles, nous allons les faire. Je vous ai dit la suspension de l'exportation des grumes brutes. Il y a pratiquement 10 mesures que nous avons prises depuis notre avènement dans les gouvernements des Warriors pour la protection de l'environnement. Et l'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement crédit carbone, couvert forestier, mais c'est aussi l'assainissement. Vous êtes en train de nous voir en train d'inaugurer des usines de transformation des déchets, parce que l'environnement aussi, c'est l'assainissement, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et nous appelons des investisseurs parce que les déchets aujourd'hui constituent une matière première pour venir investir dans la valorisation des déchets, parce que c'est un investissement qui permet d'avoir des dividendes nécessaires comme il se doit. On va prendre un autre auditeur qui nous appelle cette fois-ci de Kinshasa. Excellence Madame la vice-première ministre, je suis Luc Loutala, président de l'ONG Espoir pour tous, qui est le lead du consortium qui porte le programme pilote des éco-villages en RDC. Votre ministère soutient ce programme qui a été présenté en side event lors de la pré-COP 27 de Kinshasa. Excellence. La pré-COP 27 de Kinshasa a été grandiose, un succès à beaucoup, si pas à tous égards. Mais malgré votre engagement et votre détermination, nous allons en Égypte sans une véritable stratégie ni plan stratégique découlant des défis communautaires en rapport avec le développement durable et l'adaptation au changement climatique. Il nous semble qu'un tel plan stratégique serait aussi une véritable réponse à beaucoup des craintes relevant des effets supposés néfastes dans l'exploitation des blocs pétroliers. Excellence, à ce propos, deux petites préoccupations. La première, comment comptez-vous répondre à ce problème, peut-être avant, peut-être après la COP 27? La deuxième, en partant des conclusions des scientifiques de Yangambi, quelle est la position stratégique de la RDC sur laquelle les différents acteurs de la RDC devront s'aligner au Caire, bien entendu, pour éviter des voix discordantes? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas aller dans trop de philosophie, il faut aller dans des choses simples. Le plan stratégique, oui, le plan stratégique de la République démocratique du Congo, c'est notre contribution déterminée nationale. C'est tout un programme de toute une décennie, de 10 ans.
La CEDEN est là. Dans la CEDEN, vous avez nos priorités, notre engagement pour la diminution des émissions et nous avons notre engagement pour la restauration même du couvert forestier. Parmi les priorités, nous avons les secteurs d'énergie, nous avons les secteurs d'agriculture, nous avons les secteurs de mines, nous avons même jusqu'à le secteur des recyclages des déchets. Donc la CEDEN est chiffrée. Si notre compatriote travaille dans le secteur qui vient de dire et que nous avons travaillé avec lui à la Précop, on lui a donné la possibilité de side event, d'événements parallèles, il sait que nous avons notre CEDEN. Et au niveau des Nations Unies, tous les pays du monde se regroupent par rapport à des CEDEN. C'est que nous demandons aux pays justement de respecter leurs engagements. Une fois vous avez préparé votre contribution déterminée, vous déposez à la Convention, au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies, ça devient exécutoire, opposable à vous-même par rapport à votre engagement. Il n'y a pas une autre stratégie. Deuxième stratégie, c'est les pays les moins avancés. Nous venons d'avoir des positions communes des pays les moins avancés. Nous venons d'avoir des positions communes au niveau international. Dans les huis clos que nous avions eu des ministres, c'est la raison d'ailleurs de la Précop. Il n'y a pas une autre stratégie à inventer. Elle est là, nous n'irons pas en ordre dispersé. La RDC, le fait que vous voyez ces balais diplomatiques de tous les partenaires internationaux ici, c'est qu'il y a eu un travail de titan qui a été fait depuis juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'était pas facile. Vous avez vu que nous sommes allés à 180 degrés de l'anonymat où nous étions. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à la une au niveau mondial. Nulle part au monde, on ne peut parler de la matière du climat sans parler de la République démocratique du Congo. Très brièvement, Madame Bazaïba, quelles sont les grandes leçons à tirer après Yangambi et le Palais du Peuple? Après Yangambi et le Palais du Peuple, la grande leçon à tirer, c'est que le potentiel de la République démocratique du Congo en matière environnementale nous renvoie à une responsabilité et que nous-mêmes, nous devons d'abord commencer par le valoriser pour devoir en tirer les dividendes. Et j'insiste, en ce qui concerne le lancement d'appels d'offres de blocs pétroliers, que les compatriotes ne soient pas distraits par les gens qui tirent des sonnettes d'alarme à gauche, à droite. Il n'y a aucun pays du monde, il n'y a aucune convention, aucun accord qui interdit un pays pour les besoins de développement d'émettre les CO2. Le pays du Nord ont la responsabilité plutôt différenciée avec nous parce que c'est eux qui ont pollué. Nous sommes victimes, mais à la fois aussi nous sommes contributeurs. Nous devons nous en imprégner pour dire nous sommes réellement un pays solution et nous avons droit de réclamer et personne au monde en tant que pays solution ne peut nous imposer quoi que ce soit. Au contraire, collaborer avec nous. Nous avons le potentiel. Eux, certainement, ils ont la technologie pour que nous puissions travailler ensemble. Le pain et l'oxygène doivent aller de pair. Madame Bazaïba, nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, je vais donner la parole à ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi, qui va conclure ce magazine avec sa question. Christian Kissila depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. J'ai salué la tenue de ces assises dans notre pays, mais je m'en vais émettre de doutes par rapport aux conclusions qui vont en découler et surtout que les Occidentaux ne voudront jamais laisser le temps d'utiliser nos moyens pour le développement de la RDC. Et je suis très d'accord avec le président de la République sous la réponse donnée à M. John Kerry sur nos blocs pétroliers parce que la RDC est indépendante depuis 1960. Et c'est pour nous le moment d'utiliser nos ressources naturelles pour le développement de ces beaux pays. Je termine par une question, Madame F. Bazaïba, qui doit attendre la population congolaise de ces travaux de la COP27 en termes de développement du pays. Madame Bazaïba, que doit attendre la RDC et la population congolaise des travaux de la COP27 en termes de développement du pays? En quelque sorte, que contient le cahier des charges du bassin du Congo ou de la RDC en particulier aux travaux de la COP27 en Égypte? Les cahiers des charges de la RDC, je crois que j'ai déployé longuement. Je peux résumer juste pour dire que la valorisation de nos ressources et que la compensation proportionnellement aux services rendus à l'humanité. La première étape, c'était d'abord de faire connaître
qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons, quelle est la valeur que nous avons. Parce que, ne vous en faites pas, il y a des pays du monde où moi je viens qui me posent la question de savoir, vous venez d'où, le Congo se trouve dans quelle partie du monde. Ne pensez pas qu'automatiquement on nous connaît, mais le travail que nous sommes en train de faire maintenant, ça nous permet maintenant de nous connaître. Si on ne connaît pas, que nous-mêmes nous puissions connaître notre valeur, c'est alors que nous allons amener ces données dans la JBCR. Et je voudrais dire aussi que bientôt là, je vais défendre le projet de loi où je suis en train de... J'ai proposé l'amendement de la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement parce qu'il n'y avait pas la donne climat dedans. Donc, j'y ai proposé, donc le ministère, à travers ma personne, l'intégration de la taxe carbone et aussi l'intégration de l'institution de régulation du marché des crédits carbone. Donc, désormais, nous allons avoir un cadre légal et un cadre institutionnel pour que nous puissions bénéficier de nos ressources en termes de services rendus par nos couverts forestiers. C'est là où nous devons nous y entendre. Mais en passant, je dis que je suis déjà en train de capter le fonds carbone à Mai-Ndombe. Par exemple, ça s'est fait dans le formel avec une entreprise privée où il y a en échange la population de Mai-Ndombe est témoin, les écoles construisent, les hôpitaux construisent. Mais ça s'est fait à petite échelle parce que nous n'avions ni cadre légal ni cadre institutionnel. Maintenant, je vais mettre tous les forêts de la République démocratique du Congo en programme avant d'accéder à ces crédits carbone. C'est pourquoi je travaille en étroite collaboration avec tous les gouverneurs de nos provinces qui ont les forêts dans leur juridiction. Merci Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement et développement durable. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce magazine Dialogue entre Congolais et d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à tous les collègues qui nous ont aidés à préparer ce magazine. Guy Maté, Paul Matendo, Donna Madimba. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Radio Okapi, le souffle du Congo.